Eh bien, bonjour à tous et toutes. Une conférence intitulée La prévention en santé travail, comment réduire les TMS et favoriser le bien-être au travail. Je suis Nathalie Delattre, responsable du service prévention au sein de Pôle Santé Travail, et je suis accompagnée de Clément Teffry et Thomas Cornil, ergonomes, qui interviennent dans le conseil, mais je leur laisserai la parole tout à l'heure, qui interviennent dans le conseil auprès des entreprises dans le but de les accompagner à mettre en place des démarches de prévention et de conception également des organisations de travail. Donc, on a la chance d'être en petit comité, donc l'idée à la fois c'est, on a prévu un PowerPoint avec un certain nombre d'éléments, mais surtout d'être dans l'échange. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à nous interrompre. L'idée c'est de répondre aussi à vos questions et vos besoins. Donc je vais faire une rapide présentation de Pôle Santé Travail. Qui est Pôle Santé Travail? C'est un service de prévention et de santé au travail. Donc il est généralement connu notamment par ce qu'on appelle les visites médicales qui sont réalisées par nos médecins du travail et nos infirmiers, mais on a tout un pan de notre activité qui concerne notamment le conseil sur les risques professionnels et l'accompagnement des entreprises dans la conception et les organisations de travail. Et j'ai envie de dire aussi l'intégration de nouvelles machines qui sont réalisées par un accompagnement de nos préventeurs et en particulier les ergonomes. Donc très rapidement, Pôle Santé Travail a une couverture géographique. Nous sommes sur la grande métropole lilloise. Nous surveillons aujourd'hui 32 000 entreprises et environ 500 000 salariés qui sont suivis par nos équipes santé-travail. Donc on a 4 missions. On a une mission de service public en fait qui se décline à travers le suivi de santé. Donc les visites médicales qui sont périodiques, à la demande, des visites de reprise. Et puis notamment les actions en milieu de travail, c'est-à-dire que nos équipes se déplacent chez vous dans le but d'identifier les risques professionnels. Nous sommes aussi en conseil auprès des directions d'entreprise, des salariés, des représentants du personnel. Et on assure aussi ce qu'on appelle dans la 4e mission de la veille sanitaire, c'est-à-dire qu'on participe à des grandes enquêtes nationales pour assurer cette veille sanitaire dans le but de dépister s'il y a des nouveaux risques professionnels qui émergent, de pouvoir agir le plus tôt possible. Donc, Pôle Santé Travail, c'est la couverture géographique. Nous sommes 600 professionnels de santé, donc on a à peu près 146 équipes santé-travail qui sont vraiment en proximité des entreprises, puisqu'on a des centres qui sont répartis sur notamment nos 12 secteurs géographiques et nos centres sont à moins d'une demi-heure, généralement des entreprises. Et en tout cas, on a une présence chez vous. Alors, il nous semblait intéressant de faire le lien aussi, quand on parle de santé au travail, de prévention des risques, le lien avec cette démarche d'évaluation du risque professionnel, cette démarche de prévention qui, j'ai envie de dire, vous anime au quotidien, je l'espère, et qui permet justement d'identifier ces situations dangereuses, ces risques qui sont aussi parfois désirritants dans vos organisations de travail, et qui nécessite effectivement de pouvoir les repérer, les identifier, les repérer, les évaluer dans le but de travailler un plan d'action. Donc, alors ce document unique, alors il est vrai qu'on évoque bien sûr le document unique, mais le document unique n'est que la traduction administrative d'une démarche de prévention qui reprend l'identification, l'évaluation et surtout la finalité de cette démarche, c'est bien de co-construire des plans d'action avec les entreprises. Donc il y a un enjeu, bien évidemment, en tout cas pour vous, entreprises, qui est de détecter au plus tôt les situations dangereuses dans le but d'intervenir justement ce qu'on appelle en démarche de prévention primaire le plus tôt possible pour réduire ces situations qui pourraient à terme avoir des effets délétères sur la santé des travailleurs. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises qui intègrent la prévention dans leur système de management travaillent bien évidemment la performance des organisations de travail. Donc je vais passer rapidement parce que du coup l'idée c'est vraiment d'être aussi dans l'échange et d'aller sur le sujet des TMS. Juste un petit rappel, quand on travaille la prévention, il y a quelque part une hiérarchie aussi dans les axes de prévention. On a tendance à parler de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors c'est un jargon qui est peut-être plus intégré chez nous, mais l'idée c'est vraiment de travailler sur l'évitement du risque avant de travailler sur le comportement. Donc travailler les organisations de travail, la technique
et les comportements. Je vais prendre un exemple, le risque de manutention. Il est vrai que très souvent, du point de vue des entreprises, eh bien, alors c'est pas, ne voyez pas dans mon propos un jugement, on le traite du côté du comportement. Il faut travailler le bon geste, etc. Sauf qu'un bon geste au travail, eh bien, il ne peut se mettre en place que si on a tout ce qui va bien au niveau du poste pour bien réaliser ce travail sans se mettre en danger sur sa santé. Donc voilà, on parlera, et dans le jargon, vous trouverez aussi prévention primaire, secondaire, tertiaire. L'idée, c'est quoi? C'est que plus on va agir le plus précocement possible sur les organisations de travail, eh bien, moins on aura d'effets délétères sur la santé des travailleurs. C'est agir le plus en amont possible. L'exemple du bruit. Si le bruit, on arrive à détecter que la machine, eh bien, il y a en tout cas une source de bruit, on peut envisager de capoter la machine pour éviter qu'elle diffuse le bruit dans l'atelier, eh bien, on sera forcément en prévention primaire. La prévention secondaire, elle a pour objet de limiter l'exposition au risque professionnel. Et ce qu'on appelle la prévention tertiaire, eh bien, elle est là pour, en tout cas, le risque est avéré, il y a des effets sur la santé, et l'idée, c'est vraiment bien d'accompagner le salarié à soigner les effets sur la santé. Alors, je ne sais pas quelle représentation vous avez de la santé au travail, mais quel est notre objet de travail aujourd'hui? Donc, vous voyez, on a des équipes médicales et des infirmières du travail qui surveillent la santé des travailleurs. Et donc, dans ce qu'on appelle les visites individuelles de santé. Et tout l'enjeu, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des populations, collectivement. Qu'est-ce que le suivi de santé collectif amène à regarder du côté des populations? Eh bien oui, il y a des effets ou pas sur la santé. C'est vraiment tout l'objet de travail des infirmiers et des médecins. Et ensuite, on a des préventeurs, des conseillers en prévention, des ergonomes, des toxicologues qui vont sur le terrain identifier les situations dangereuses, les situations de risque. Et tout l'objet, c'est de faire le lien entre le suivi de santé qui est fait et ce qu'on peut constater sur ces situations de travail et mobiliser l'employeur le plus tôt possible pour que du coup, eh bien, il y ait une co-construction d'un plan de prévention le plus en amont afin d'éviter qu'on soit sur ces situations, et on évoquera les TMS à la suite. Donc voilà notre mission. Vous voyez, cette mission que parfois, peut-être, vous voyez de manière un peu soit isolée ou en silo, c'est vraiment en tout cas cette démarche collective qu'on veut apporter et cette vision collective qu'on veut apporter aux entreprises, dans le but, voilà, en tout cas, de se mobiliser aussi ensemble, puisqu'on a aussi cette mission de délégation de service public pour, en tout cas, vous apporter aussi notre expertise pour vous aider, en tout cas, sur la réduction de ces risques professionnels. Alors, peut-être avant de donner la main, en tout cas le micro, pardon, à Thomas, est-ce que sur la médecine du travail, ce qu'on appelait avant la médecine du travail, les services de prévention maintenant, vous avez des questions particulières sur justement la mission, ou c'est assez clair pour vous? Ouais. Bon, on va aller sur le sujet des TMS, et peut-être que là, il y aura peut-être des questions plus précises. Bonjour à tous, du coup, je suis Thomas Cornier, ergonome chez Pôle Santé Travail. Alors après la présentation de Nathalie sur notre service et nos missions, moi je vais revenir un peu plus spécifiquement sur les TMS qui font qu'on est là aussi aujourd'hui. Il faut savoir avant tout que ce sont des pathologies multifactorielles. Souvent on pose la question dans les entreprises qu'on accompagne de quelle est la part professionnelle, de quelle est la part individuelle, notamment dans la survenue musculo-squelettique. En fait, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de ces pathologies. On a repris plutôt sur le schéma qui est à droite. On retrouve classiquement les lombalgies, etc. Sur un salon comme celui d'aujourd'hui, on voit beaucoup de manutention en entrée de ligne ou en sortie de ligne. Une fois qu'on a amené au processus le produit, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs sur lesquels je vais revenir juste après, mais qu'il y a une composante professionnelle qui est majeure. Tous les secteurs d'activité professionnelle sont concernés. Ça concerne majoritairement les membres supérieurs, mais on retrouve également des troubles musculo-squelettiques, comme on voit, l'hygroma du genou, etc. Qui sont des pathologies qui sont liées aussi au monde professionnel. Pour revenir assez rapidement sur quelques chiffres, notamment dans l'agroalimentaire, j'ai essayé d'adapter aussi au maximum au salon qui nous regroupe aujourd'hui. 97% des TMS
97% des maladies professionnelles du secteur de l'agroalimentaire sont des troubles musculo-squelettiques. Donc quand on parle de maladies professionnelles, c'est-à-dire qu'il y a une exposition, hein, donc c'est par rapport à ce que disait Nathalie avant, on est dans la prévention tertiaire, et en fait on retrouve des pathologies qui empêchent à un moment, alors il y a des restrictions d'aptitude au départ, de dire un salarié ne peut plus porter un carton de 5 kg jusqu'à un moment où il y a une pathologie qui est avérée et qui fait que la personne ne peut plus réaliser son travail. Donc nous, notre modèle d'intervention, c'est aussi d'intervenir en amont de ces problématiques, et c'est bien de travailler le processus, l'organisation du travail, pour éviter justement qu'il y ait une survenue de ces pathologies. 10% des accidents du travail du secteur sont liés à des douleurs dorsales. Alors c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans le domaine de l'agroalimentaire, de la logistique aussi, parce qu'il y a beaucoup de manutention, comme je disais en introduction. Et en termes de coûts, alors c'est des chiffres qui ont été sortis il y a 6-7 ans maintenant de l'assurance maladie, qui avait effectivement ressorti comme coût direct, je reviendrai après sur le coût des TMS, que ça représentait plus de 77 millions d'euros par an pour le secteur de l'agroalimentaire uniquement. Et plus de 930 000 jours d'arrêt de travail dans le secteur de l'agroalimentaire. Je reviens du coup sur ce que je disais en introduction. Les troubles musculo-squelettiques comme pathologie multifactorielle, souvent on met le facteur biomécanique, et c'est d'ailleurs ce qui fait écho aussi aux équipements qu'on peut apporter dans les entreprises, hein, c'est de dire notamment quelle est la répétitivité des gestes que je vais réaliser, quel est le port de charge que je vais manutentionner sur une journée de travail, les postures. Alors, Nathalie parlait effectivement du bon geste, ce qu'on peut mettre derrière le bon geste. Souvent on se pose déjà la question de comment est installé l'équipement qu'on a mis en place. Vous verrez un peu plus loin, j'ai mis une photo. Parfois, alimenter une machine avec du vrac, ça veut dire porter en hauteur, intervenir sous une machine, notamment pour des équipes de maintenance ou autres, qui fait qu'en fait, on peut sensibiliser ces personnes autant qu'on veut aux bons gestes. En fait, elles ne peuvent pas les réaliser du fait de l'équipement. Donc, il y a ce facteur qui est souvent très important, mais qui n'est pas le seul. Et on parle souvent aussi de facteurs psychosociaux qu'on retrouve plutôt sur la gauche du diaporama, qui est lié plutôt au processus psychologique qu'on met derrière dans le travail. C'est dire je vais réaliser une tâche de telle façon parce que ça a du sens pour moi et c'est une stratégie que j'ai mise en place. Des accidents du travail sont parfois c'est parfois l'origine de certains accidents du travail de dire je dois manutentionner et alimenter une chaîne en hauteur. Donc je vais prendre un escabeau qui fait que je peux y accéder, mais en même temps je porte 10 kg et à un moment je chute. Oui, effectivement l'équipement fait que je suis obligé de me mettre à un moment dans une situation qui est complexe, et en fait c'est toute la stratégie que je mets en place. Je pourrais rester au sol mais porter et donc avoir à un moment peut-être des douleurs au niveau des épaules. Non, j'ai préféré prendre un escabeau, comme ça je suis à hauteur, mais l'équipement fait que je m'expose à une situation à risque. Donc vous voyez, c'est aussi des stratégies qui se mettent en place, et on retrouve ça dans les facteurs psychosociaux et environnementaux aussi qu'on retrouve. Et les facteurs organisationnels sont ceux sur lesquels on agit et où on peut se situer en prévention primaire. Clément présentera après un accompagnement où on essaie de travailler justement sur les processus, sur l'organisation, et de dire la machine finalement où on la positionne, l'équipement où on le positionne, pourquoi faire surtout, et quelle est aussi l'évolution du métier. Parfois quand on passe sur des lignes qui sont semi-automatisées, voire complètement automatisées, on transforme complètement un métier qui était avant très manuel, qui devient beaucoup plus automatique, mais se pose toujours la question de comment j'alimente ma ligne et comment je ressors les produits de ma ligne. Et donc là on retrouve des métiers où en termes de sens, déjà ça pose question. Donc on est dans les facteurs psychosociaux, de dire en fait je ne fais plus que porter. Là où avant j'apportais une expertise qualité tout au long du process, maintenant ça c'est automatisé. Par contre mon métier fait que je ne fais plus que du port de charge. Donc là il y a aussi finalement une augmentation des troubles musculo-squelettiques quand parfois on va sur l'équipement. Donc ça j'y reviendrai un peu après, et Clément présentera aussi une démarche qu'on a accompagnée. En tous les cas, les enjeux de la mise en place d'une démarche de prévention sur les troubles musculo-squelettiques permet justement d'être le plus en amont possible, donc en prévention primaire, pour reprendre les termes qu'on évoquait tout à l'heure. Et en fait, on utilise souvent cette courbe aussi dans l'intervention en entreprise pour présenter un peu où on se situe. C'est-à-dire qu'on peut parfois se retrouver dans l'industrie agroalimentaire. Je prends un exemple de l'industrie agroalimentaire. Quand moi j'interviens parce qu'on est dans une phase de conception d'une ligne de production, où on nous dit en fait j'ai déjà beaucoup d'absentéisme aujourd'hui lié à des douleurs dorsales, des douleurs au niveau des épaules parce qu'il y a beaucoup de port de charge. Donc je situe déjà l'entreprise sur cette courbe orange, et l'enjeu c'est de dire comment on repart finalement sur des absences peut-être un peu moins prolongées dans un premier temps, et après comment on travaille aussi sur l'organisation du travail, qui est une
exposition au risque. Donc ça, pour éviter, alors ce qui est la finalité parfois, hein, quand on ne rentre pas dans cette démarche, d'aller parfois vers des restrictions d'aptitude, comme je disais tout à l'heure. Agroalimentaire, quand il y a une restriction d'aptitude qui est posée par un médecin du travail qui dit un salarié ne peut pas porter plus de... On sait que ça peut rapidement poser problème parce qu'on se pose la question du coup de l'inaptitude au poste de travail et donc du maintien au poste et à l'emploi. Quelques données économiques sur les démarches de prévention. Hein, c'est des études qui avaient été en 2017 qui montraient qu'un euro investi dans la prévention des risques physiques rapporte souvent 2,8 à 4,3 euros et qu'on est à un rapport de 1 pour 13 euros sur des facteurs de risques psychosociaux. Donc ça, c'est quelques chiffres. C'est surtout le schéma de droite qui reprend un peu les éléments que je viens de dire. Les conséquences en fait, des troubles musculo-squelettiques sont multiples. On retrouve bien évidemment l'absentéisme et le turnover sur les postes, donc qui se traduit souvent par des arrêts maladie, mais qui sont aussi liés parfois à de la démotivation, liés à des répétitivités de sens dans le travail. Une baisse de productivité et sous l'angle de la qualité, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup plus en sortie de ligne des problèmes de qualité liés parfois aux conditions de travail. Le coût des troubles musculo-squelettiques, alors les conséquences pour l'entreprise sont souvent sous-estimées, c'est ce qu'on a mis sur la partie gauche, parce qu'il y a tout ce qui est l'absentéisme, les difficultés pour remplacer le personnel qui sont assez rapidement visibles, mais il y a tout ce qui est la baisse de la performance, la perte de la qualité également, les restrictions vers les inaptitudes au poste qui ont un coût pour l'entreprise, et un peu plus éloigné, mais qui peut avoir des conséquences assez importantes, la dégradation du climat social, la mauvaise image de l'entreprise, et toute la part individuelle, c'est-à-dire la souffrance des personnes qu'il peut y avoir dans l'entreprise. En termes de coûts directs, souvent ce que paient les entreprises, c'est le coût AT-MP de la CARSAT, qui est de 100 à 500 euros par salarié et par an, peu importe si elle est touchée par les TMS ou pas, mais tous les coûts de régulation que je viens d'évoquer juste avant sont 2 à 7 fois plus élevés. Donc on voit que c'est un coût très important. Je pose la question du coup aussi de la prévention des troubles musculo-squelettiques face à des équipements qu'on pourrait mettre, notamment dans la gestion du vrac, etc. De dire il faut travailler et intégrer cette notion d'équipement dans une démarche de prévention en disant l'équipement, où on va le positionner, à quelle hauteur on le positionne et comment on construit tout le modèle organisationnel autour de ça. Donc voilà un peu les chiffres en termes de coûts sur les TMS. Ça reprend un peu les démarches que nous on propose et comme je disais, Clément après précisera réellement une démarche qu'on a menée dans une entreprise. Mais c'est juste pour reprendre aussi notre façon de construire la démarche avec les entreprises. C'est bien évidemment de déjà construire un comité de pilotage, parce que c'est un projet qui est avant tout porté par l'entreprise. Et nous, on vient comme accompagnant dans cette démarche en apportant le regard des conditions de travail, mais aussi de la performance. J'y reviendrai juste dans la diapo derrière. Avec une identification des besoins, des marges de manœuvre, des objectifs. Souvent, on fait une analyse de l'existant, c'est-à-dire de là où en est l'entreprise aujourd'hui, alors en termes de sinistralité, mais aussi dans son organisation, quel est le processus de travail, pour ensuite pouvoir adapter au maximum les équipements, les solutions. C'est-à-dire, en fait, on ne prend pas l'angle de la solution en entrée, on regarde d'abord ce qui se passe, et après on regarde quel est l'équipement le plus adapté pour répondre justement aux enjeux de prévention, de limitation de survenue de troubles musculo-squelettiques ou toute autre pathologie qui pourrait survenir du travail. Donc on fait de l'analyse des flux, de process et d'installation, l'analyse des postures, l'analyse des ambiances physiques, l'analyse des communications et des organisations, pour pouvoir après renvoyer ce que nous on appelle un diagnostic santé-travail aux entreprises et construire avec elles un plan d'action adapté. Donc ça c'est un peu la démarche, et souvent on est beaucoup plus efficace en intervenant ce qu'on appelle en maîtrise d'ouvrage. Souvent on aide les entreprises à rédiger un cahier des charges, et seulement après on va avoir effectivement des fournisseurs de matériel pour avoir une réponse adaptée à l'organisation et non pas l'inverse, ne pas adapter l'organisation à un équipement qui parfois apporte une réponse que partielle. Donc c'est aussi là-dessus qu'on accompagne à la fois les entreprises, mais à la fois aussi les fournisseurs d'équipements en disant comment on peut travailler effectivement dans cette démarche. Et donc souvent, c'est plutôt une invitation à la réflexion sur cette diapo. L'ergonomie, souvent on l'a définie comme à la croisée de la performance de l'entreprise et l'introduction et le titre, c'était le bien-être des salariés, mais c'est surtout la santé des travailleurs. Et donc souvent quand on réfléchit au concept d'automatisation,
on l'associe au concept de machine et d'équipement, mais on pose rarement, de prime abord, la question du travailleur. Soit on pense équipement, performance, mais quelle est la place finalement du travailleur dans ce système qui est complexe de l'entreprise? Et c'est de dire quelle est demain son activité, comment va évoluer son activité face à un équipement qu'on va mettre. Donc c'est ce que je disais dans un exemple que je donnais, c'est installer une machine, parfois ça veut dire je vais plus faire moins de qualité, c'est la machine qui va le faire maintenant, qui va faire du contrôle qualité. Alors, il y aura quand même du contrôle qualité, mais en moindre partie, toute l'expertise métier. Par contre, je ne retrouve plus qu'en entrée et en sortie de machine du port de charge, beaucoup plus prononcé qu'avant. Souvent, c'est les concepts d'intensification du travail qui ressortent. Donc c'est pour ça que je pose la question, mais qu'en advient-il de l'activité au quotidien et du sens au travail, et comment évoluent les métiers aussi face aux équipements et à l'automatisation? Donc voilà un peu le champ dans lequel on intervient sur les troubles musculo-squelettiques. Et je vais laisser Clément vous présenter une démarche qu'on a accompagnée dans une entreprise de l'agroalimentaire. Bonjour, donc moi je m'appelle Clément Teffry, donc je suis ergonome à Pôle Santé Travail comme Toba. Et donc pour ma part, je vais vous présenter une démarche qui a été initiée avec l'équipe locale Santé Travail. Pour conserver la confidentialité de l'entreprise, on l'appellera entreprise X. Et donc c'est le cas d'un atelier de production. Donc si on présente rapidement l'entreprise, donc on est sur une entreprise de 17 salariés, donc on est sur une petite entreprise qui est spécialisée dans la vente de fruits secs et des pâtisseries fines. Donc elle travaille auprès des professionnels, des commerces de détail, des primeurs, des restaurateurs et des traiteurs. On est sur une entreprise qui a en charge la partie conditionnement des produits, la confection des mélanges, des secs, de corbeilles et on a aussi une entreprise qui finalement a une très forte saisonnalité de par sa production avec des périodes d'accroissement d'activité, en particulier sur tout ce qui est fête de Noël et Pâques. Donc là on a repris en fait la méthodologie d'intervention. Au niveau de la demande, on est sur une demande qui émane du médecin du travail. En suivi de santé, on avait un certain nombre de remontées de salariés et de plaintes qui évoquaient des douleurs et des problématiques de troubles musculo-squelettiques, en particulier avec cet aspect biomécanique, avec beaucoup de répétitions, beaucoup de contraintes posturales et du port de charge. Donc la première étape, c'est finalement l'identification d'un besoin d'accompagnement peut-être de l'entreprise. Donc ce besoin, il a été questionné, il a été évoqué avec l'entreprise directement. Donc on a eu un premier échange avec l'entreprise pour déjà, dans un premier temps, comprendre l'activité de l'entreprise, donc ce qu'elle faisait, les différents métiers, les différents postes, et les enjeux également d'un accompagnement éventuel. Après, donc, c'est poser la question du périmètre d'action, sur quel type de métier on va intervenir, sur quel type de poste on va pouvoir accompagner l'entreprise, et finalement, quels sont les enjeux de cette intervention. Est-ce qu'on est sur des enjeux de santé, des enjeux de production, des enjeux liés à l'organisation du travail, ou des enjeux RH. Et puis on a questionné également le projet d'entreprise, puisque l'entreprise avait évoqué le besoin d'acquérir de nouvelles machines pour sa production, pour justement permettre une production qui soit nettement supérieure. Donc on va forcément s'assurer de la mobilisation de l'entreprise, puisque c'est un prérequis dans nos démarches d'intervention. Donc finalement, on va aller chercher de la mobilisation des décideurs qui vont pouvoir impacter les conditions de travail et pouvoir impulser des démarches de prévention plus globales. Donc on a au niveau des différentes étapes, qui sont les étapes de nos démarches, une analyse de la demande, des observations des différents postes de l'atelier de conditionnement, donc des observations terrain, qui visent à caractériser les contraintes auxquelles sont soumis les salariés, que ce soit des contraintes physiques, des contraintes organisationnelles ou des contraintes liées à l'environnement de travail. En parallèle de ces observations, on va également questionner les équipes sur leur métier, sur leurs contraintes, sur les problématiques qu'elles vivent au quotidien. Et puis on va poser un constat, un diagnostic par rapport à la fois à ces situations de travail, mais aussi par rapport au point de vue des acteurs. Ce diagnostic va permettre à terme de co-construire des solutions en démarche participative, du coup en impliquant les salariés qui pourront aussi être force de proposition et justement exprimer leur point de vue sur des solutions ou des axes d'amélioration qui permettraient d'améliorer leurs conditions de travail, mais aussi de réduire finalement les problématiques de santé et en particulier par rapport à ce cas d'entreprise, les problèmes de troubles musculo-squelettiques.
L'entreprise avait également évoqué la volonté du coup d'acquérir de nouvelles machines. Et donc finalement, on avait été aussi sollicité à un moment qui nous permettait de pouvoir aider l'entreprise dans cette réflexion-là et de pouvoir justement les accompagner, les aider sur une implantation future des nouvelles machines, tout en veillant à conserver finalement une production qui soit bonne et en conservant des conditions de travail qui soient acceptables du point de vue de la santé. Donc la démarche proposée à l'entreprise, elle avait permis d'analyser les contraintes des différents postes de l'atelier de conditionnement, de faire un constat sur l'existant et finalement de pouvoir repartir de l'existant pour justement aider l'entreprise dans l'implantation future de son local de conditionnement, mais plus globalement de voir aussi comment on pouvait implanter les machines pour éviter une altération de la santé des salariés. Donc de conseiller l'entreprise au regard des situations de référence, qui ont été finalement les situations sur lesquelles on s'est basé initialement, et dans l'implantation future des équipements, mais aussi plus globalement dans l'organisation future, car comme Thomas disait tout à l'heure, l'organisation du travail, elle joue un rôle central aussi dans la survenue de TMS, donc ça il faut pas le négliger, et il faut justement adapter aussi ces conditions de travail en lien avec l'organisation future. Donc l'objectif, c'était de proposer des axes de réflexion, des axes d'amélioration, qui visaient à la fois à améliorer les conditions de travail des salariés, mais aussi de permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs économiques et ses objectifs de productivité. Et bon, plus globalement, c'était également comment on pouvait essayer d'impulser une démarche de prévention, mais faire en sorte que l'entreprise travaille aussi sa culture de prévention à l'échelle de ses métiers, mais plus globalement aussi à l'échelle de l'entreprise. Donc là, on a repris un petit peu le processus de conditionnement. Donc on a finalement l'atelier de conditionnement et on a aussi des préparateurs de commandes qui vont justement préparer les commandes pour qu'elles soient soit expédiées directement chez le client, soit pour qu'elles puissent être retirées directement en magasin. Donc on a redécoupé ça sous forme de 5 étapes. La première étape qui est la réception des matières premières. Donc là, on a du stockage directement en réserve avec l'accès au conditionnement. Donc là, on a la réception de vrac, en fait. Donc des sacs qui peuvent aller de 10 à 15 kg selon les préparations et selon les produits. La deuxième étape qui est l'étape de conditionnement des produits. Donc là, on avait une mise en contenant. Donc on avait des salariés qui venaient prendre le vrac et qui, à l'aide d'une pelle, en fait, venaient directement effectuer le conditionnement avec un grammage qui était autorisé et une possibilité d'erreur qui était assez fine. L'étape numéro 3 qui était la partie emballage des produits, donc à destination des détaillants et des grandes et moyennes surfaces. La quatrième étape qui était le stockage des cartons en réserve. Donc là, on avait un stockage en fonction des familles de commandes ou des familles de produits. Et puis la dernière étape qui était finalement la vente en magasin ou directement l'expédition des commandes sur site. Donc le constat qu'on a pu faire sur les postes observés, c'est qu'on a effectivement des contraintes biomécaniques assez importantes, avec de la répétition des mouvements, en particulier lors des phases d'alimentation et puis des phases de conditionnement. Donc des gestes répétés qui mettaient aussi en évidence qu'à la fois on avait de la répétition, mais qu'on avait également du maintien de posture, comme on peut le voir sur la photo en haut à gauche, avec des élévations de bras, donc les hauteurs d'élévation de bras, c'est quelque chose qu'on regarde aussi beaucoup parce que c'est beaucoup plus impactant au niveau de l'épaule, le fait d'élever les bras de manière répétée. Et donc le seuil qu'on a tendance à regarder, nous les ergonomes, c'est aussi beaucoup finalement le niveau du cœur ou le niveau des épaules. À partir du moment où on va élever les bras au-dessus du niveau du cœur, ça va être beaucoup plus problématique et beaucoup plus, va impacter aussi plus négativement la santé des salariés. Donc on a ces postures contraignantes, du piétinement, une station debout prolongée. On a du travail contraint dans des espaces saturés, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément adopter des gestes qui seront, on va adopter des gestes qui seront un petit peu néfastes en fait pour la santé. Et donc ces gestes-là vont potentiellement à terme pouvoir développer des troubles musculo-squelettiques. Donc du maintien de posture, du port de charge avec les sacs de vrac. Donc on a des sacs qui sont de 10 à 15 kg et qui vont pouvoir avoir un impact assez important en fin de journée.
Et puis on va avoir ce qu'on appelle des ruptures de charge, donc on va venir manipuler plusieurs fois un même sac, ce qui a forcément comme conséquence un tonnage journalier important. Le risque de chute de hauteur, une charge de travail importante. Alors là, la charge de travail, elle va aussi varier en fonction de la saisonnalité. Comme on disait tout à l'heure, on est aussi sur une activité où on a quand même une forte saisonnalité. Et donc, on a une activité qui n'est pas forcément lissée sur l'année. Et donc, on va avoir des pics d'activité qui vont venir intensifier le travail et renforcer la cadence de travail des salariés. On a des contraintes temporelles également. Et on a un poste isolé socialement. Parce que finalement, on se rend compte que chacun est à son propre poste et on n'a pas forcément de possibilité d'entraide, de coopération sur ces postes-là. Donc sur la sphère psychosociale, comme tout à l'heure Thomas l'a présenté, sur le caractère multifactoriel des TMS, on a aussi la sphère psychosociale. Et là, pour le coup, on est aussi sur ce poste-là où on a des facteurs psychosociaux qui sont assez importants, à la fois avec un poste isolé socialement, mais aussi finalement avec un travail qui est assez monotone. Alors quel constat on peut faire sur le vrac finalement, l'entreprise, elle devra aussi s'attacher à faire le lien direct avec le vrac, qui est un choix aussi d'entreprise, et de faire le lien avec ce choix-là sur les conditions, enfin sur les conséquences qu'il peut y avoir potentiellement sur la santé physique et ou mentale des salariés. Donc l'organisation du travail, elle joue un rôle central. Et donc on devra s'attacher à voir que finalement cette organisation du travail ne sera pas forcément pathogène pour les salariés. L'impact possible sur la cadence de travail des salariés. L'automatisation, tout à l'heure Thomas l'a dit, l'automatisation c'est pas forcément toujours signe de levier en fait dans les conditions de travail. Donc on s'attachera aussi à questionner finalement est-ce que on va venir automatiser une partie du process au sein de l'atelier ou l'ensemble du process et quelles conséquences ça peut avoir sur la santé des salariés. La partialisation du travail, est-ce qu'on est sur finalement des tâches qui sont simples, répétitives et qui peuvent avec le vrac avoir aussi un impact sur la santé des salariés. La charge physique, donc combien de sacs ou quel poids sera manutentionné sur une journée, sur une semaine, sur un mois par un salarié. Le type de conditionnement associé au vrac, la fréquence d'utilisation, les équipements de travail, plus le vrac, donc qui peuvent être aussi finalement des facteurs qui vont venir majorer les contraintes existantes des salariés. Et puis le besoin potentiel d'aménager ou de réaménager, ou en tout cas de repenser les postes de travail, tout en limitant les problématiques de santé. Alors on a essayé à travers ce diaporama de mettre aussi peut-être des points de vigilance ou de vous faire réagir un petit peu sur les réflexions que peuvent avoir les entreprises sur le vrac et sur la façon dont on peut introduire et justement intégrer l'ergonomie dans les réflexions d'entreprise. Donc l'automatisation dans le vrac, est-ce que c'est potentiellement l'intensification du travail? Est-ce que le fait d'automatiser une partie du process, ça va automatiquement alléger la pénibilité physique d'un poste? Pas toujours. On sait que parfois l'automatisation peut intensifier le travail et justement avec des cycles courts, on va avoir des salariés qui potentiellement pourront plus manutentionner, pourront plus être soumis à des contraintes physiques. Donc voilà, ça c'est aussi un point important sur lequel il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a une nécessité aussi au niveau du vrac d'un premier traitement ou est-ce que finalement le vrac qui va arriver en tant que matière première dans l'entreprise sera directement utilisable? Est-ce que le poids des sacs le poids des sacs en vrac, c'est un poids qui est manutentionnable par les salariés? Est-ce qu'il y a des aides à la manutention? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre aussi avec les fournisseurs? C'est-à-dire, est-ce que le poids de 15 kg, on a des possibilités de discussion avec les fournisseurs pour justement abaisser ce poids-là? Est-ce que le vrac peut entraîner des manipulations multiples? C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les ruptures de charge. En général, dans les activités professionnelles, on a tendance à manipuler plusieurs fois un carton ou un sac, peu importe. Et donc l'idée, c'est de voir justement si il y a un besoin d'analyser le travail et les postes de travail pour pouvoir potentiellement mettre en place un aménagement ou un environnement de travail qui justement permettrait d'alléger ces manipulations-là.
le besoin d'un espace de traitement du vrac, quelles sont les possibilités actuelles dans votre entreprise, et est-ce que finalement les aménagements ou les implantations actuelles vont venir renforcer ces manipulations-là. Et puis les sacs ou les cartons vont-ils être éclatés dans plusieurs cartons? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui le sac tel qu'il arrive, on va le rebasculer ou le rediriger ou le remettre dans plusieurs sacs? Ou est-ce que finalement ça sera quelque chose qui va être directement utilisable par les salariés? On a cette partie aménagement de poste. Tout à l'heure, Thomas, vous avez présenté la partie des TMS. Et donc sur le caractère multifactoriel des TMS, on retrouve ce facteur environnemental. Et donc sur l'aménagement physique, qui peut soit être un levier de préservation de la santé des salariés, soit à l'inverse, être un facteur qui va venir altérer la santé physique des salariés. Donc aujourd'hui, l'aménagement de poste, il est aussi prépondérant, il est important aussi dans la façon dont on va introduire le vrac. Est-ce qu'on a un aménagement de poste qui va entraîner du travail contraint? Est-ce que cet aménagement-là va également entraîner des manipulations multiples? Est-ce que ça peut avoir potentiellement des conséquences sur la cadence et sur le rythme de travail du salarié? Est-ce qu'on a des conséquences aussi finalement de cet aménagement-là sur l'organisation du travail, et peut aussi potentiellement avoir des limites en termes d'entraide, de coopération ou d'émulation pour les salariés? On peut également se poser la question du stockage du vrac. Est-ce qu'on a aussi des stockages qui respectent entre guillemets les hauteurs ou les zones de confort? Les zones de confort, elles sont comprises entre 40 cm et 1,40 m. Donc effectivement, on ne va pas pouvoir toujours stocker à ces hauteurs-là, mais l'idée en fait c'est de surtout garder et conserver une logique qui permettrait de se dire voilà, on essaye au maximum d'implanter ce vrac-là, ces produits, ces cartons à des zones qui permettraient de limiter un petit peu les contraintes posturales. Et puis les marges de manœuvre pour les fournisseurs, ça j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est aussi la question relative au poids des sacs, au poids des cartons. Est-ce qu'aujourd'hui on a des possibilités de discussion avec les fournisseurs pour justement adapter les poids de ces sacs qui permettraient justement d'alléger la pénibilité physique des salariés sur une journée, sur une semaine ou sur un mois. Et puis, on est aussi toujours dans la recherche de compromis. C'est vrai qu'on est, tout à l'heure, on parlait des représentations, un petit peu qu'on avait des ergonomes sur finalement des personnes qui apportent des solutions, alors que notre expertise, elle se situe beaucoup sur l'analyse du travail et sur l'activité de travail. Donc, finalement, quel compromis on peut faire en termes de coûts, de besoins et de santé. Et donc, après, c'est tout l'enjeu aussi des entreprises d'essayer de trouver des compromis entre finalement, à la fois on a des conditions de travail qui sont acceptables et on a des salariés qui restent en bonne santé, et à la fois on arrive à poursuivre nos objectifs économiques ou nos objectifs de productivité. Voilà, on en a fini. Merci Clément, merci Thomas pour avoir éclairé la question des TMS et de l'intervention. Donc vous voyez, comme vous l'aurez bien compris, la santé au travail, c'est aussi un partenaire de l'entreprise pour vous aider, vous conseiller également sur les organisations de travail et l'implantation aussi de machines. Donc à travers en tout cas le retour d'expérience de Clément, vous voyez notre accompagnement. On est des experts des risques professionnels, donc notre accompagnement va porter sur ça, c'est-à-dire que du coup, on va surtout s'intéresser. Là, on est sur un salon, et alors merci aux organisateurs tout d'abord. On est sur un salon qui apporte des solutions techniques ou organisationnelles. Donc, vous voyez, on se situe vraiment en amont, c'est-à-dire que quand il y a un travail, enfin en tout cas une tâche à réaliser, on va surtout se centrer sur ce qu'on appelle l'activité de travail. Comment les opérateurs réalisent cette tâche et en quoi la solution technique, en quoi et comment on peut insérer cette solution technique. Vous voyez, donc c'est en tout cas tout ce qu'on va essayer de vous apporter, d'où les questions aussi de fin de présentation, qui permettent, voilà, justement, en tout cas, de vous éclairer sur les dimensions à questionner quand vous êtes dans ces situations d'implantation, de réorganisation, de nouveautés, d'implantation de machines. Avez-vous des questions ? Des interrogations, des remarques, des projets peut-être aussi du coup.
je suppose. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a des projets en gestation. Donc n'hésitez pas. Si, en tout cas, c'est ce qu'on a mis en fin de diapositive. Si vous avez un projet, alors le message, j'espère qu'on a été clair, le plus tôt possible, n'hésitez pas en tout cas à nous interpeller et à interpeller les ergonomes du service pour vraiment réfléchir avec vous aux solutions d'implantation de nouvelles solutions techniques. Ouais, bonjour. Non, une question plutôt générale sur la mise en place d'aide au port de charge sur tout ce qui est exosquelette ou les choses comme ça. Savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous en avez déjà vu mis en place, la pérennité, ça se casse, le maintien. Oui, alors c'est la question du moment, donc merci de l'avoir posée et je vous laisse répondre. Alors nous, notre rôle aussi en tant que préventeur, plus globalement, c'est d'adapter le travail, donc d'adapter le travail à l'homme. Là où sur l'exosquelette, on est plutôt sur l'adaptation de l'homme ou du salarié au travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est perçu un petit peu comme une solution miracle, les exosquelettes en entreprise, et en particulier sur les postes à forte pénibilité physique, parce que ça peut potentiellement amener une compensation dans certaines phases de travail ou certaines tâches de travail. Notre rôle, c'est d'essayer d'apporter un regard différent à l'entreprise en disant finalement il faut peut-être repartir du constat, de l'analyse du travail et des causes qui sont sources d'altération de la santé des salariés. Et en termes de littérature scientifique, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, donc on a assez peu de recul. Et il n'existe pas forcément d'études qui démontrent le bénéfice que les exosquelettes peuvent avoir sur les conditions de travail ou plus globalement sur la santé des salariés. Donc nous, on essaie de rediriger les entreprises sur finalement essayer d'analyser le travail, analyser les postes et repartir finalement du constat qui est fait et essayer d'agir sur les causes de cette altération de la santé plutôt que de voir un exosquelette comme une solution miracle. Je sais pas si tu veux. Peut-être juste en complément, en tous les cas dans les entreprises qu'on a pu accompagner, pas mal se sont posé la question face au port de charge d'intégrer ou pas un exosquelette. Certaines étaient même en expérimentation. Beaucoup sont revenus en arrière en disant finalement ça génère d'autres contraintes qu'on n'avait pas anticipées, qui peuvent être justement dans l'organisation, de dire, un exemple qui est arrivé dans une entreprise, c'est de dire en fait le temps d'installation et de mise en place de l'exosquelette pour une tâche très précise, qui est là où je porte très lourd. En fait, je vais porter très lourd pendant un quart d'heure, mais je mets un quart d'heure pour le mettre et je mets un quart d'heure pour l'enlever et régler. Donc se poser la question de dire quelle performance finalement je récupère derrière. Autant que je mette peut-être 2 ou 3 salariés sur cette tâche qui vont s'entraider, plutôt que d'utiliser un exosquelette qui est très onéreux à l'achat et qui en plus de ça ne me permet que de faire une partie de tâches. Donc beaucoup d'entreprises, moi pas mal d'entreprises que j'ai accompagnées ont expérimenté et n'ont pas relevé de bénéfices derrière. Après effectivement, comme le disait Clément, c'est un sujet encore trop nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup à développer autour des exosquelettes. On verra, mais à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose sur lequel les entreprises vont systématiquement, ou quand elles y vont, très peu le conservent en tant que tel. Ou c'est vraiment sur des tâches très spécifiques qui nécessitent effectivement un très gros port de charge, où il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Mais en fait, ça génère même sur l'humain et sur la santé du travailleur, ça génère d'autres contraintes. Notamment l'exemple qui me parle souvent, qui est passé sur Internet, c'est pour avoir les bras en élévation et porter lourd, avec des systèmes parfois où on se retrouve avec les bras qui repartent en l'air comme ça, et en fait ça génère d'autres contraintes, plutôt de posture, qui peuvent engendrer à long terme des problèmes de troubles musculo-squelettiques également. Donc, ouais. Et on se rend compte aussi que les entreprises qui ont finalement franchi le pas se retrouvent avec des salariés qui n'utilisent pas forcément ce matériel-là. Ça veut dire que quelque part, ça impacte leur travail, leur santé, et que des fois, c'est pas forcément réfléchi en amont. Et donc, parfois, on se retrouve avec des salariés qui l'utilisent pas parce que derrière, en termes de rythme, d'organisation, c'est pas forcément tenable sur le long terme. Donc, finalement, tout l'intérêt aussi d'impliquer les acteurs dans les réflexions de l'entreprise. J'aime bien également retourner la question. C'est un sujet justement que vous questionnez pour l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou vous travaillez sur le sujet peut-être ? Pardon.
On y a réfléchi il y a une paire d'années, mais on n'est jamais rentré dedans parce qu'effectivement on avait vu, on a eu un petit peu les mêmes commentaires que vous, en échangeant je pense aussi avec nos médecines du travail locales, etc. Et puis les collègues de la sécurité, de tout ce qui était HSE qui regardaient ça en se disant ok, il y a peut-être des choses à faire, mais bon finalement on a eu les mêmes commentaires que vous. Et après je voulais savoir si vous voyez une tendance, ça continue, ça y va pas, c'est en attente. Voilà. C'est notre regard aussi de préventeur, hein. C'est très spécifique à une tâche précise, en fait, où ça peut entrer, mais très souvent c'est en rentrant par l'activité, on voit qu'il y a plein d'autres moyens qui existent que l'exosquelette. Et c'est un peu ce que Clément disait, entre l'adaptation du travail à l'homme ou l'homme qu'on adapte au travail. Et finalement, au plus on adapte le travail à l'homme, au plus c'est efficient en termes de prévention. Non, on part même plus sur soit des bras articulés qui vont prendre la charge totale et qui sont commandés par la personne, soit par une espèce de système de commande associé au bras, mais pas de charge directement sur la personne. Ça. En fait, par rapport aux facteurs que j'exposais avant, ça pose beaucoup la question psychosociale aussi. L'aspect psychologique de l'exosquelette fait qu'on peut se retrouver à porter une charge très très lourde avec une aide qui est un prolongement du corps. L'exosquelette, c'est un prolongement du corps, mais ça a un impact psychologique qui est que la personne en fait ne ressent pas effectivement la matière, etc., et qui peut avoir un impact du coup sur l'activité et son activité, sur le ressenti plutôt aussi psychologique. C'est pour ça que je posais la question aussi dans la diapositive de qu'en advient-il du travail des travailleurs. Alors il y a l'angle effectivement biomécanique, mais tout l'angle psychologique et psychosocial entre beaucoup en ligne de compte, notamment dans la survenue de troubles musculo-squelettiques, ce qu'on imagine parfois très peu. Mais l'exemple tout simple, c'est que je peux écrire pendant 2 heures très facilement, mais si j'écris 2 heures en étant stressé, je vais avoir une douleur au poignet, ce qui n'est pas le cas si je ne suis pas stressé. Donc on voit l'impact du psychique sur le biomécanique et une douleur qui peut arriver. Et l'exosquelette, je pense, en est un exemple de cette sphère psychique qui peut avoir un impact sur la survenue de troubles musculo-squelettiques, notamment. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Juste pour compléter un petit peu le propos de Thomas, souvent aussi sur le phénomène de l'exosquelette, c'est parfois un petit peu moi ce que j'appelle l'homme augmenté, c'est-à-dire que des fois à la base ça part d'une intention d'alléger la pénibilité d'un poste pour une entreprise, et à contrario en fait on va se retrouver avec parfois des salariés qui vont devoir avoir une cadence de travail beaucoup plus soutenue parce que finalement il y a une aide et une assistance technique. Donc il faut être aussi vigilant sur la façon dont ça s'organise, dont on l'intègre aussi, si en tout cas l'entreprise souhaite le faire, même si nous on n'est pas forcément favorable aujourd'hui, mais il ne faut pas que ça devienne non plus un moyen qui pourrait intensifier le travail des salariés et des travailleurs. Petite question, depuis le Covid, toute la période qui a suivi, est-ce que vous avez senti, vous, à votre niveau, une évolution de la demande des entreprises par rapport à la santé au travail? On parle de nouveaux rapports par rapport au travail. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez senti une évolution par rapport aux demandes des entreprises sur l'aspect de la santé justement au travail? Effectivement, le rapport au travail a changé, et en particulier aussi sur les métiers du tertiaire, où en fait on a aussi beaucoup plus de télétravail, et donc l'organisation forcément est différente. Nous, on a été aussi beaucoup sollicités sur la façon dont on peut repenser un petit peu l'organisation de travail. Donc les préoccupations, elles sont beaucoup aussi sur finalement le rôle aussi manager, sur ces choses-là, sur la clarté des objectifs, et sur, là vous parlez finalement du rapport au travail plus globalement. Il y a du télétravail, il y a un modèle hybride où parfois on a du présentiel et du télétravail, et on a parfois des salariés qui reviennent en 100% télétravail. Donc on essaie d'accompagner aussi les entreprises sur ces thématiques-là et sur ce que finalement le télétravail peut avoir comme impact à la fois sur la santé du salarié en question, mais aussi plus globalement sur le collectif et sur un service ou à l'échelle d'un pôle, d'un service.
peut-être en complément, je pense que alors il y a de nouveaux modes d'organisation, comme le disait Clément, le télétravail, dans le tertiaire, le flex office, etc. C'est un peu moins le cas dans les secteurs, je pense, qui concernent le salon, qui sont l'agroalimentaire, la logistique, parce que c'est des métiers aussi alors manuels, du coup il y a nécessité d'une présence physique. Au-delà de ça, je pense même que ce qu'on met derrière le rapport au travail et les nouveaux rapports au travail datent de bien avant le Covid. Mais ça se questionne aussi alors, dans nos métiers, toujours sous l'angle de l'activité et de l'évolution de l'activité. L'exemple que je donnais, c'est face à l'automatisation, les métiers évoluent. Là où avant, j'étais sur un métier manuel avec une expertise métier, un toucher de matière que je pouvais produire, aujourd'hui, je suis en pilotage de ligne, par exemple. Et donc, le rapport au travail n'est plus le même non plus, parce que je ne fais plus le même métier. Donc, avant de poser la question, souvent, ce que je dis de l'évolution du rapport au travail, c'est aussi l'évolution des conditions de travail et du travail en lui-même. Et souvent, en santé au travail, nous, on parle justement on attend à ce qu'on soigne des personnes. Alors, en tant que préventeur, souvent on dit on va déjà soigner le travail. En fait, on essaie, pour comprendre ce rapport au travail, on va déjà comprendre comment évolue le travail, le monde du travail, pour derrière aussi l'adapter. Il y a plein de secteurs d'activité qui en témoignent justement, qui n'arrivent plus à recruter aujourd'hui, parce que les modes de travail et le rapport au travail a évolué.